Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel audio consacré aux mathématiques. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une situation que beaucoup de parents, d'enseignants et même d'anciens élèves reconnaissent très bien. Un enfant réussit sans difficulté en primaire. Les devoirs sont faits rapidement, les exercices sont bien compris, les résultats suivent. Les mathématiques ne semblent pas poser de problème. Et puis, au collège, quelque chose change. Les notes baissent, les hésitations apparaissent, l'élève doute, comme si en quelques mois son rapport aux maths s'était transformé. Pourquoi ce basculement se produit-il? Pourquoi certains élèves, qui semblaient à l'aise au départ, commencent-ils ensuite à décrocher? C'est ce que je vous propose d'explorer aujourd'hui. Il s'agit d'une situation fréquente, mais souvent mal interprétée. Quand ce phénomène apparaît, on cherche souvent des explications assez classiques. On parle d'un programme plus difficile, d'un manque de travail, d'une perte de motivation. Bien sûr, ces éléments peuvent parfois jouer, mais ils ne suffisent pas toujours à expliquer ce qui se passe réellement. Car, très souvent, le problème est bien plus profond. Ce n'est pas seulement une question de niveau, c'est un changement dans la manière même d'apprendre les mathématiques. Et ce changement, bien souvent, n'est pas perçu clairement. En primaire, une réussite est souvent construite sur la reconnaissance. Les apprentissages reposent largement sur des situations familières. Les exercices présentent des structures proches. Les consignes guident beaucoup d'élèves. Les méthodes sont relativement identifiables. Dans ce cadre, l'enfant apprend à reconnaître des formes de problèmes. Il associe une situation à une procédure, puis applique une méthode connue. Ce fonctionnement est utile. Il permet d'automatiser certaines démarches, de gagner en efficacité et de sécuriser les résultats. Mais il repose sur une logique particulière, la reconnaissance. Autrement dit, l'élève ne se demande pas toujours pourquoi la méthode fonctionne, il identifie une situation déjà rencontrée, puis reproduit une démarche. Il mobilise souvent davantage sa mémoire que son raisonnement. Et cela peut suffire pendant un certain temps pour réussir. Il s'agit d'une réussite réelle, mais parfois très fragile. Il faut être clair, cette réussite n'est pas fausse, elle est réelle. L'élève sait faire, il obtient de bons résultats, il réussit les exercices qu'on lui propose, mais cette réussite dépend souvent fortement du contexte. Tant que les situations restent proches de ce qu'il a déjà vu, tant que les repères sont stables, cela fonctionne. Le problème apparaît au moment où ces repères commencent à changer. Au collège, la logique évolue. Au collège, cette logique de reconnaissance ne suffit plus. Les exercices deviennent moins prévisibles. Les situations varient davantage. Les consignes donnent moins d'indications sur la manière de faire. Les notions commencent à se combiner. L'élève ne peut plus simplement reconnaître un type d'exercice pour appliquer une méthode. Il doit analyser, faire des choix, relier des idées, comprendre la situation avant d'agir. Autrement dit, on attend de lui qu'il raisonne. Et c'est là que le décalage apparaît. C'est un changement qui est attendu, mais rarement expliqué. Ce qui rend cette transition difficile, c'est qu'on attend souvent ces changements sans toujours l'expliquer clairement aux élèves. L'élève se retrouve face à une attente nouvelle, mais sans toujours comprendre ce qui a changé. En primaire, il pouvait réussir en reconnaissant une situation et reproduisant une démarche. Au collège, cela ne suffit plus. Mais comme ce passage n'est pas toujours rendu visible, l'élève peut avoir l'impression que le problème vient de lui. Il peut penser « Avant, j'y arrivais, maintenant, non. Je deviens moins bon, je ne comprends plus. » Alors qu'en réalité, ce qui change, c'est surtout la nature de ce qu'on lui demande.
Il y a un décalage entre ce que l'élève sait faire et ce qu'on attend de lui. C'est ici que le décrochage peut commencer. Non pas parce que l'élève ne sait plus faire, mais parce que ce qu'il sait faire ne correspond plus exactement à ce qui est attendu. Prenons un exemple simple. Un élève sait effectuer une division en primaire. Il maîtrise la logique, il réussit les exercices. Au collège, on lui propose un problème dans lequel il doit choisir entre plusieurs opérations possibles. La difficulté n'est plus seulement de faire le calcul, la difficulté c'est de comprendre la situation, puis de choisir la bonne opération. Et c'est là que certains élèves se retrouvent bloqués. Non pas parce qu'ils ne connaissent pas la division, mais parce qu'ils ne savent pas toujours quand l'utiliser ni pourquoi. Les connaissances sont là, mais elles ne s'activent pas au bon moment. C'est à ce moment-là que l'incertitude devient déstabilisante. En primaire, l'élève a souvent l'habitude de réussir assez vite. Il applique des méthodes, obtient un résultat, valide son travail. Au collège, cette réussite rapide disparaît souvent. Il faut parfois chercher plus longtemps, tester une piste, faire un choix, se tromper, revenir en arrière. Le chemin devient moins direct. Et pour un élève peu habitué à cette incertitude, ce changement peut être très déstabilisant. Il peut interpréter ses hésitations comme une perte de niveau. Il peut douter de lui, puis s'engager moins, et progressivement se convaincre qu'il n'est plus bon en maths, alors que ce qu'il vit correspond en réalité à une transition tout à fait normale. Il faut bien comprendre que ce n'est pas forcément un échec, mais un passage. C'est un point très important. Ce que vit l'élève à ce moment-là ne traduit pas forcément une incapacité, cela peut traduire un passage à franchir, un passage entre une logique du faire et une logique du comprendre, entre l'application et les raisonnements, entre la reconnaissance d'une forme et l'analyse d'une situation. Et ce passage, s'il n'est pas accompagné, peut produire du doute, de la confusion et parfois un véritable décrochage. Pour franchir ce cap, il faut donc travailler autrement. Comprendre, cela permet de changer d'approche. L'enjeu n'est pas seulement de travailler plus, il est de travailler autrement. Il s'agit d'aider l'élève à faire des liens, à comprendre des situations, à expliciter ses choix. Par exemple, au lieu de se limiter à la résolution d'un exercice, on peut poser des questions simples. Pourquoi cette méthode fonctionne-t-elle ici? Comment sais-tu que c'est la bonne approche? Que se passe-t-il si une donnée change? Ces questions déplacent l'attention. Elles ne portent plus seulement sur le résultat, elles portent sur le raisonnement. Et cela change beaucoup de choses. Il faut donc redonner sa place au raisonnement et à l'erreur. Ce travail permet aussi de redonner une vraie place à l'erreur. Non pas comme une faute, mais comme une étape normale dans la compréhension. Quand un élève hésite, se trompe, corrige, ajuste, il n'est pas en train de prouver qu'il ne sait pas. Il est souvent en train d'apprendre autrement. C'est précisément dans ces moments de tâtonnement que le raisonnement se construit, à condition bien sûr que ce processus soit compris, accompagné et non vécu comme une simple accumulation d'échecs. Il est nécessaire de rendre visible ce qui change. Le passage du primaire au collège n'est pas une rupture dans les mathématiques, c'est une évolution dans la manière de les aborder. Ce qui change, ce n'est pas seulement le contenu, c'est la posture attendue. On ne demande plus seulement de savoir-faire, on attend de comprendre, de relier, de construire. Et lorsque ce changement devient visible, il devient aussi plus accessible. L'élève peut alors comprendre que ces difficultés ne signifient pas qu'il est moins capable. Elles montrent surtout qu'il est en train d'entrer dans une autre manière d'apprendre.
Finalement, une grande partie de la réussite en mathématiques se joue dans cet espace souvent invisible entre le faire et le comprendre. Peut-être que la vraie question n'est pas simplement de savoir pourquoi certains élèves décrochent au collège, mais plutôt comment les aider à voir ce qui change, à le comprendre et à être accompagnés dans ce passage. Cette réflexion s'inscrit dans le prolongement de mon livre « Comprendre les maths, ça s'apprend. Pourquoi tant de personnes bloquent et comment apprendre autrement ?» Pour celles et ceux qui souhaitent aller plus loin, je vous partage les liens en commentaire. Et vous, avez-vous déjà observé ce basculement chez un élève, un enfant ou chez vous-même? À quel moment les maths sont-elles devenues difficiles ou plus floues? Si cet épisode vous parle, n'hésitez pas à le partager. Et merci bien de votre écoute et à très bientôt pour un prochain épisode sur les mathématiques.